invité vient d'arriver. Faites-le entrer. Si vous voulez bien vous donner la peine. Vous m'avez fait mander, Monsieur le Président? Bonjour, mon cher Desaguliers. Merci d'être venu rapidement. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. J'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer. Le conseil d'administration de la Royal Society, sur ma proposition, a décidé de vous accepter parmi ses membres. Oh, merci infiniment. Rien ne pouvait me faire plus plaisir et m'honorer. Je saurais me montrer digne de cette distinction. Ce n'est pas pour cela qu'il faut me remercier. Vous avez amplement mérité votre admission. Mes collègues ont été très impressionnés par votre démonstration sur la réfraction d'un rayon lumineux à travers un prisme et sa décomposition dans les 7 couleurs fondamentales. Je leur ai dit en outre que vous aviez la fibre du physicien. Et puis, vous avez un grand talent de vulgarisateur, ce que je reconnais bien volontiers, car moi-même, je n'en fais pas toujours preuve. C'est sans doute une question de patience et de considération pour l'auditoire que je n'ai pas toujours. Bref, je connais mes défauts. Mais, avec mon collègue et ami Edmond Halley, j'ai pu persuader le Conseil que vous étiez indispensable à la poursuite de mes travaux sur la lumière, autant que vous étiez indispensable à la Royal Society pour la diffusion de la philosophie expérimentale. Merci infiniment, mais votre tâche est 100 fois plus importante que la mienne. C'est comme dans une mine de charbon. Le piqueur attaque le front de taille, tandis que le herscheur ramasse le charbon pour remplir les herches. Ils sont complémentaires, mais sans le travail du piqueur, le herscheur ne sert à rien. Eh bien, voilà une belle métaphore qui illustre parfaitement ce talent de vulgarisateur dont je parlais à l'instant. Mais je ne vous ai pas encore donné la vraie bonne nouvelle. Vous savez que le droit d'entrée à la Royal Society est conséquent. D'une part, pour s'assurer de la qualité de ses membres, et puis pour pourvoir aux besoins financiers de notre académie. Je le sais bien, hélas, j'ai fait quelques maigres économies dans cette perspective et... Gardez vos économies pour votre installation à Channel Row avec votre chère épouse Jane. Le Conseil, toujours sur ma proposition, a décidé de vous dispenser de ce droit d'entrée. Je ne sais comment vous remercier. C'est une faveur inestimable qui me va droit au cœur. Il est vrai que mon installation avec mon épouse a singulièrement aplati ma bourse et a... Je m'en doutais. Et je ne voulais pas que votre travail soit perturbé par des considérations matérielles. La Royal Society, et encore plus moi-même, avons réellement besoin de vos talents. Merci infiniment. Et quand mon intronisation est-elle prévue? Eh bien, dès le 29 juillet prochain. C'est tôt, mais c'est vraiment un honneur. Mais cette fois, ce n'est pas à votre talent que vous devez cette célérité, mais à la situation politique de notre nation. Je m'y intéresse, my lord. C'est grâce à votre glorieuse révolution de 1688 qui a mis fin aux prétentions absolutistes du roi catholique Jacques II et l'a contraint à l'exil, puis à l'édit de tolérance de 1689, que mon père a pu quitter Guernesey, oui, où il s'était réfugié pour fuir les persécutions subies par les protestants en France, pour venir s'installer à Londres. Il m'a souvent raconté comment il avait réussi à me soustraire aux dragonnades en me cachant dans un tonneau de hareng. Oui, je connais votre histoire. Et je pense que vous ne portez pas votre ancien roi Louis XIV dans votre cœur. C'est peu de le dire, my lord. Et j'admire votre grande nation. Pour en revenir à la situation actuelle, la reine Anne règne sur l'Angleterre et l'Écosse, aux grandes dames des Jacobites, partisans de Jacques-François, fils de Jacques II, que nous appelons, entre nous, par dérision, le vieux prétendant. Mais voilà, la reine Anne est sans descendance. Et quand elle disparaîtra, c'est sa plus jeune parente de religion protestante qui devra monter sur le trône, Sophie de Hanovre. Or, nous avons appris au début de ce mois sa mort brutale. C'est donc son fils, Georges de Hanovre, qui devient l'héritier de la couronne. Je vous suis, my lord, mais tout cela ne m'explique toujours pas la rapidité de mon admission. J'y viens. Connaissez-vous le duc Jean de Montagu? De nom.
mais je n'ai jamais eu l'honneur de lui avoir été présenté. Cela ne serait tardé car il devrait rejoindre très rapidement notre académie. Jean-Antoine de Montagu est un partisan déterminé d'Hanovre. Il est aussi médecin à la cour et il m'a fait savoir récemment que l'état de la santé de la reine Anne déclinait rapidement et qu'il n'est pas sûr, hélas, qu'elle soit encore de ce monde à l'automne. Quand elle décédera, quand cet événement malheureux se produira, comme il ne peut y avoir de vacances du trône, Georges deviendra immédiatement roi. Or, le fils futur roi habite toujours en Basse-Saxe et de plus ne parle pas un mot d'anglais. Jean de Montagu appartient en partie des Whigs, lequel défend les droits du Parlement élu et les libertés de la nation. Il craint que le torriste jacobite ne profite de cette situation pour établir sur le trône le prétendant catholique et abolir ses droits si chèrement acquis. Et comme il ne veut négliger aucun détail, et qu'il sait que notre académie est un fondement solide pour la défense des libertés de la nation et la lutte contre l'obscurantisme catholique, il a souhaité que des personnalités comme la vôtre viennent rapidement la renforcer. Vous m'envoyez très honoré, et c'est très volontiers que je mets mes modestes talents au service de la Royal Society pour garantir le trône du futur roi Georges et garantir les libertés de votre belle nation. Je vous en remercie par avance. Mais maintenant, je voudrais vous donner dans le secret de ce cabinet la raison principale de ma demande. J'ai aujourd'hui plus de 70 ans et je viens de publier la 2e édition des Philosophia Naturalis, Principia Mathematica. J'y laisse entendre à mots couverts que l'origine du monde, sa structure et son devenir peuvent s'expliquer par des règles mécaniques, l'ordre du monde étant bien sûr garanti par Dieu. Mais la régularité de l'ordre naturel dépend des lois que nous pouvons comprendre grâce à la géométrie. C'est un langage commun entre l'homme et Dieu qu'il faut voir comme un être sensible et qui régit toute chose. J'ai lu la réédition de votre célèbre ouvrage et vos démonstrations confirment le théisme expérimental du docteur Samuel Clarke, qui fut mon professeur à Oxford. J'ai lu son ouvrage sur l'existence de Dieu, qui m'a profondément impressionné et m'a aidé à comprendre les implications théologiques de vos découvertes. En outre, c'est un de vos proches. C'est exact. Et je ne désespère pas de le faire entrer assez rapidement dans notre académie. Mais justement, sur votre ouvrage, j'ai aussi entendu dire beaucoup de choses inquiétantes. On vous accuse en catimini d'être un détracteur de la Sainte Trinité. Et si ce n'était votre renom, la solidité de votre argumentation scientifique et la protection de la Royal Society, on vous aurait déjà accusé d'hérésie. Je le sais. Je dois me montrer très prudent. Ma mise en cause porterait un grand préjudice à notre académie. J'ai beaucoup réfléchi à ce que devrait être la vraie religion, qui ne peut qu'aller à l'opposé de ce qu'enseignent les religions actuelles et ce fameux dogme de la Trinité. Je me suis d'ailleurs promis, à ma dernière heure, s'il me reste assez de force et de connaissances, de refuser ces sacrements qui voudront m'être imposés au nom d'un prétendu Père, Fils et Saint-Esprit. Calmez-vous. Oh, désolé, excusez-moi. Sur ma conception de la vraie religion, avez-vous lu le petit opuscule que je vous ai adressé discrètement par porteur spécial à Channel Road? Celui que vous avez intitulé A Short Scheme of the True Religion? Bien sûr, my lord, je l'ai dévoré. Et qu'en avez-vous donc retiré? D'abord, j'ai été très honoré de la confiance que vous m'avez accordée en m'adressant ce manuscrit, alors que vous refusez de publier vos travaux sur le sujet. Il est vrai que tous les ennemis de la philosophie expérimentale se saisiraient de ce prétexte pour essayer de vous discréditer. Ah! Je qui savais ma confiance bien placée en vous.
Il y a 2 ans que je vous observe à la Royal Society. Votre engouement permanent et sincère pour défendre la philosophie expérimentale. Et puis, le peu d'énergie que vous mettez à soutenir la théologie officielle, on finit par me convaincre que vos convictions étaient proches des miennes. Mes fonctions ecclésiastiques ne sont, pour moi, qu'un moyen de trouver un rang dans la société. Votre ouvrage, lui, établit que la religion naturelle n'a pas besoin d'une révélation surnaturelle, ni d'un clergé pour l'établir. Elle fonde toutes les valeurs morales nécessaires à la conduite de sa vie et à l'amitié fraternelle entre les hommes sur la raison et la tolérance. Eh bien, nous y sommes, mon cher Jean Théophile. Si vous me permettez, bien sûr, de vous appeler ainsi, en vous accordant, bien entendu, la réciprocité. Je n'oserais jamais, ou alors, avec votre permission, et en gardant votre titre, qui témoignera de mon respect, Sir Isaac. C'est parfait ainsi. Je vous disais, nous y voilà. Je souhaite que vous mettiez votre talent de vulgarisateur au service de la diffusion de ces idées nouvelles. Alors je ne peux le faire par le biais de la Royal Society, dans l'objectif de rester essentiellement scientifique. Et je me dois de faire respecter cette attitude. Et puis, il faut le faire de façon discrète pour éviter de s'attirer les foudres de l'Église. Oh certes, l'Église anglicane est plus tolérante que l'Église papale, qui il n'y a pas si longtemps mettait des scientifiques sur le bûcher des hérétiques. Mais elle reste attachée à la théologie trinitaire. Il faudrait pour cela, si vous le permettez, un sorte de club ou de confrérie, à l'image de la société des antiquariens que j'ai fréquentée à la Royal Society, et fondée sur le modèle des sociétés initiatiques de l'Antiquité, telles celles des mystères d'Éleusis ou de Mithra. Oui, oui, c'est une bonne idée. Mais j'avais songé à une société un peu moins folklorique que vos antiquariens. Je pensais plutôt au modèle des pythagoriciens, où nul ne pouvait entrer s'il n'était géomètre. Car le Pantocrator a créé le monde comme un architecte construit un édifice sur la base de cette noble science qu'est la géométrie, qu'il a bien voulu partager avec l'homme. Mais Sir Isaac, dans ce cas, elle serait encore trop identique à la Royal Society et ne constituerait donc pas un outil efficace. L'initiation qu'il faudrait mettre en place à travers cette société doit ôter le voile épais que les religions révélées mettent sur les yeux des hommes pour leur permettre de voir la force, la beauté et la grandeur de la création du Pantocrator. Cela doit se faire par le cœur et l'esprit de l'initié, sans qu'aucun dogme ne lui soit imposé. Il faut déconstruire le vieil homme qui est en chacun de nous pour construire un homme nouveau qui saura remettre en question les enseignements du passé pour mieux avancer vers l'avenir. Et puis, je dois dire qu'il y a dans ce concept de société initiatique un parfum très attractif de mystère qu'il convient de conserver pour assurer le succès de notre entreprise. Voilà de bonnes prémices, Jean Théophile. Continuez. Vous savez, Sir Isaac, votre observation sur la géométrie qu'a utilisé le Pantocrator pour construire l'univers m'a éclairé et m'a rappelé le mot de maçon de James Anderson. Mais je ne vous suis pas. Où voulez-vous en venir? Je vais vous expliquer. Quand nous sommes arrivés à Londres, dans le quartier de Swallow Street, où se trouvaient les réfugiés, les émigrés protestants français, mon père, Jean Desaguliers, a officié dans le temple de ce quartier avec l'aide du pasteur James Anderson, envers qui j'ai de ce fait une dette imprescriptible. Nous avons eu des discussions passionnées, passionnantes. Il m'a souvent parlé de son père, maître verrier à Aberdeen, en Écosse, et qui pratiquait le rituel calviniste du mot de maçon. Et qu'est-ce donc que ce rite? Il est apparu dans les loges opératives de maçons pour remplacer les anciens
rite catholique et anglican des devoirs opératifs. Il constitue un art de la transmission fondé non pas sur des reliques ou des fétiches, mais sur des images verbales comme des métaphores ou des allégories. J'ai souvent réfléchi à cette évolution et je pense que nous pourrions adopter une démarche identique pour notre projet en le calquant sur le modèle des loges opératives de maçons. Elles savent garder leurs secrets par la pratique du serment, ce qui nous convient bien, et pratiquent la fraternité du métier par le rituel et la convivialité. Passer à une loge symbolique de maçon permettrait de passer de la fraternité restreinte du métier à la fraternité universelle de la religion naturelle et de l'obligation du travail à la glorification du grand œuvre et de l'art. Oui, oui, mais une loge opérative de maçon a des devoirs. Cela l'assujettit à l'Église ou à son seigneur féodal qui sont ses donneurs d'ordre. Notre loge symbolique serait souveraine et affranchie de ses servitudes, donc libre. Oui, mais en outre, elles ont des statuts extrêmement différents, car elles dépendent des communes, qui sont extrêmement jalouses de leur prérogative. Et puis, leur fonctionnement est tellement disparate. Il est vrai. Il faudrait donc une règle commune pour les unifier, ce qui suppose un organisme central qui promulgue un règlement et le fasse respecter. Mais il est vrai que la loge maçonnique symbolique serait un camouflage parfait pour la diffusion de nos idéaux. Et puis, comme disent vos compatriotes français, pour vivre heureux, vivons cachés. Ces composantes pourraient être associées comme dans un triangle. Un instant. Anna, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Oui, Sir Isaac. Voulez-vous votre thé? Pas tout de suite, Anna. Avec une pomme cuite? Anna, vous manquiez sérieusement de gravité. Non, plus simplement, pouvez-vous tenir cette grande page ouverte devant nous? Bien sûr, Sir Newton. Mais c'est un triangle. Vous connaissez la géométrie, là? Ce n'est pas parce que je ne sais ni lire ni écrire que je ne connais pas ma géométrie. Et puis, pourrait-on imaginer chez Sir Newton une gouvernante qui donnerait pas quelques bases? Bon, continuons. À la base, une société initiatique pour assurer la diffusion de nos idéaux sous la forme d'une loge maçonnique et avec des rituels. En haut, le contrôle d'une grande loge qui donnerait à l'ensemble des loges fédérées le caractère d'un ordre et assurerait à l'ensemble homogénéité et pérennité. Eh bien, ces ingrédients constituent une recette alchimique qui me convient tout à fait. Tout ce qui est en haut est en bas. Tout ce qui s'applique au plus petit s'applique aussi au plus grand. Mon cher Jean-Théophile, voilà une excellente idée de départ. Merci. Je vais donc demander à James Anderson de demander un petit peu plus sur ce rituel de mots de maçon. Avez-vous encore besoin de moi, Sir Newton? Pas avant 2 siècles, ma chère Anna. 2 siècles? Mais que ça va être long! Attention, Jean-Théophile. Votre ami est un pasteur calviniste. Et les calvinistes sont des trinitaires convaincus. Je le sais bien. Et il faudra donc bien choisir nos métaphores et nos allégories pour que les rituels de ces nouvelles loges reflètent vos conceptions. C'est ainsi qu'on pourrait évoquer le Pantocrator sous l'allégorie du grand architecte qui a dessiné les plans de l'univers comme on construit un édifice. Nous pourrions le représenter par le symbole du compas qui trace le cercle, montrant la relation de l'homme à Dieu à travers la géométrie, leur langage commun, et qui fait de l'homme que nous représenterions par l'équerre, l'exécutant des dessins du grand architecte. Tout cela est une idée excellente. Je connais mes compatriotes. Ils ne sont pas opposés au progrès à condition qu'ils s'inscrivent dans une longue tradition. Votre arbre,
de la maçonnerie symbolique poussera mieux sur les racines de la maçonnerie corporatiste. Mais il faudra leur trouver un objectif de construction à ces loges symboliques. Quel chantier, métaphoriquement parlant, comptez-vous donc leur confier? Il faut que je réfléchisse à cette question, Sir Isaac. Bien sûr, avec la philosophie rationaliste qui doit insuffler les rituels de ces nouvelles loges, on ne peut pas leur faire construire, même de façon symbolique, des églises ou des cathédrales. C'est peut-être moi qui vais vous apporter la solution. Je suis en train de travailler, en toute discrétion, sur une chronologie des royaumes anciens à travers les textes de la Bible. Attention, cela doit rester entre vous et moi, car je ne souhaite pas que ce livre soit publié de mon vivant. J'y fais une longue étude sur le temple de Salomon, dont j'ai la certitude que l'architecture recèle des secrets géométriques inspirés par le Pantocrator lui-même. Je veux dire le grand architecte à Salomon. Cette bâtisse mythique sera l'allégorie parfaite pour la construction d'une nouvelle société plus tolérante et plus égalitaire, car inspirée par les principes moraux de la loi même naturelle. Ceci d'autant plus que le temple de Salomon est à la base le symbole de l'alliance entre un Dieu unique et les hommes. Et ce symbole s'enrichira de la relation entre un Dieu concepteur et un homme constructeur. Nous pouvons ainsi réunir Salomon et Pythagore dans une seule et même allégorie. Eh bien, mon cher Jean-Théophile, je crois que vous avez là votre viatique pour la construction de cette société initiatique. Mais attention, j'insiste sur un point, pour ne pas apparaître directement dans son projet, et qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à moi pour m'inquiéter. Sur mon honneur et ma conscience, je m'y engage solennellement. J'ai toute confiance dans votre discrétion. Mais mon effacement ne veut pas dire que je ne m'intéresserai pas à votre projet. J'en parlerai de façon confidentielle à quelques fellows de la Royal Society qui sont proches de nos idées. Et en particulier, le duc Jean de Montagu, qui, j'en suis certain, ne manquera pas de venir vous donner un sérieux coup de main pour la mise en place de votre maçonnerie franche. En attendant, et pour vous aider à démarrer plus rapidement, j'ai rédigé une lettre de recommandation pour George Penn. George Penn est un fonctionnaire du Trésor royal avec qui je collabore régulièrement comme maître de la monnaie. Vous verrez. C'est un homme que j'estime et je suis certain que vous l'apprécierez. De plus, c'est un être passionné par la philosophie expérimentale. Et il a une qualité en plus, c'est un fin juriste. Ce qui vous sera, j'en suis certain, d'un grand secours. Allez, maintenant, au travail. Then join hand in hand, each other firm stand. Let's be merry and put a bright face on. What mortal can boast so noble a toast as a free and Par ici, mes bons messieurs. Ici, vous serez bien pour attendre vos amis. Ah, bah oui, il pleut. On dirait même qu'il pleut des grenouilles, comme diraient les Français. Merci bien. Je voulais te dire que toutes les places pour ta prochaine lecture ont été vendues. Les gens sont impatients de voir cette nouvelle machine que tu as inventée et qui reproduit le fonctionnement du système solaire. Oh, tu veux dire le planétaire? Je l'ai fait justement pour frapper l'imagination des gens et leur montrer l'harmonie de la sphère céleste, telle que Sir Isaac l'a décrit. Il faut qu'en regardant le ciel, les gens n'y voient plus volter des anges, mais puissent y contempler la force, la sagesse et la beauté de la création du Pantocrator. Combien de temps avons-nous? Une bonne demi-heure. J'ai voulu qu'on se voit avant pour qu'on se mette d'accord sur ce que nous allons leur dire.
Et qui doit venir? Alors tu as normalement Jacob Lamballe, le maître de la loge Loi et le Grill, du nom de la taverne sur Saint-Paul Church où elle se réunit régulièrement. Il est maître charpentier. Et c'est nous le seul opératif. Vous en fallait bien. Ensuite, Anthony Sayer, gentilhomme, accepté de la loge à la au Pommier. Ah oui, du nom de la taverne sur Charles Street à Covent Garden. Oui, c'est cela. Et enfin, le capitaine Joseph Elliott de la loge à la Couronne. Qui, elle, se réunit à Parker's Lane, dans une autre taverne. Il devait se joindre à nous, mais elle a été retenue par ses obligations militaires. Il a donc demandé à Anthony Sayer de le représenter. Alors, ce Sawyer représente et sa loge au Pommier et la loge à la Couronne. Et c'est seulement un accepté. Mais dis-moi, c'est quoi un accepté? Alors, je vais t'expliquer. Tu connais l'illustre astronome Christopher Wren, architecte, astronome, mathématicien, etc., etc., un des fondateurs de la Royal Society. Hein. Il a réintroduit au siècle dernier le nom et la fonction d'accepter qui avait été créé au siècle dernier par William Shaw, le maître d'œuvre du roi d'Écosse. Ah oui, Christopher Wren avait été chargé par le roi Jacques II de la reconstruction de Londres, après le grand incendie de 1666, et notamment de la cathédrale Saint-Paul. Je ne t'apprends rien, hein? Alors, tu dois aussi savoir que les règlements étroits des corporations médiévales freinaient le recrutement des ouvriers et les travaux de reconstruction. Réintroduire le nom et la fonction d'accepter a facilité le travail des loges opératives pour les travaux de reconstruction. Eh bien, je vais donc commencer à rédiger les statuts de la nouvelle Grande Loge que tu projettes de créer, en y incluant le terme d'accepter. Oui. Et tu as largement contribué à mettre en œuvre ce concept en créant la loge de la coupe et des raisins, qui ne comporte que des acceptés, Oui. dans laquelle tu m'as embringué, ainsi qu'une bonne partie de la Royal Society. Comment ça, embringué? Mais enfin, tu étais également enthousiaste quand je t'ai présenté les objectifs de mon projet. Bien sûr, mon cher Jean. Et puis ton grand ami, Sir Isaac Newton, sait se montrer convaincant quand il veut. Mais je te taquine, car je sais que tu es toujours prêt à le défendre bec et ongle. Oui, la création de la coupe et des raisins n'était que la première étape de ma démarche. Pour pénétrer et connaître le milieu des loges maçonniques opératives, mieux vaut s'en donner la forme. La création de la coupe et des raisins n'est que la première étape. Elle permet à d'autres loges de s'agréger à elle pour donner corps à mon projet de grande loge. Tu veux donc créer une sorte de siège central des loges maçonniques? Non, c'est pas un siège central ou une administration. La grande loge donnera à l'ensemble des loges fédérées le caractère d'un ordre, car elles s'engageront à pratiquer ses règlements et à respecter ses statuts, et les représentera devant le roi et dans la société. Mais est-ce que cette grande loge gouvernera toutes les loges qui lui seront subordonnées? Non, elle ne les gouvernera pas. Là s'arrêteront ses prérogatives. Chaque loge continuera à avoir son maître de loge, ses surveillants, et la grande loge sera, tiens, comme le Parlement anglais, constituée de toutes les loges reconnues par elle. Et elle, la grande loge, élira à son tour un grand maître, ses grands surveillants, son grand trésorier, son grand secrétaire, ainsi, et c'est peut-être le plus important, tous les officiers nécessaires pour préparer les grandes fêtes de l'ordre. Tu as prévu, en quelque sorte, de mettre dans la grande loge le reflet de nos propres institutions politiques. Le roi est le garant de l'unité de la nation, mais le Parlement et les corps constitués ne sont plus soumis à son arbitraire. Il faut donner une impulsion nouvelle aux loges, en y diffusant les idéaux de la philosophie expérimentale sous la forme de rituels et dans le cadre des statuts que tu dois écrire. Et c'est pour ça que tu avais besoin que d'autres loges te rejoignent pour constituer cette grande loge. Oui, j'ai commencé à prendre des contacts l'année dernière, et grâce à l'aide discrète de la Royal Society et de Sir Isaac, j'ai pu enfin en convaincre 3 de s'associer à mon projet. Il ne fallait pas plus. Pour établir une table solide, il faut au moins 4 pieds. Après, c'est ce qui se passe sur le plateau de la table qui devient important. Les statuts
que tu dois écrire déterminant la solidité de l'ensemble et les rituels constitueront les repas qu'on y servira. Mais Jean, tu me parles toujours des statuts que je dois écrire. Mais toi, où en es-tu de l'écriture des rituels? C'est plus difficile, c'est un travail de tapisserie, tu comprends, un point à l'endroit, un point à l'envers. À partir des indications et des travaux de James Anderson, j'ai pu mélanger les traditions opératives qui me semblaient les plus intéressantes avec les symboles issus des travaux de Sir Isaac et que nous voulons transmettre de telle façon que la couture ne puisse se voir. Quelle transmission cherches-tu à mettre en avant? Celle de la philosophie expérimentale et de la morale. Comment? En ouvrant l'esprit des membres de la loge à l'harmonie de la création du grand architecte, en unissant les cœurs dans le respect de la liberté et de l'égalité, en établissant une indissoluble fraternité et en mettant symboliquement les hommes à l'ouvrage pour leur montrer que le travail n'est pas une malédiction, mais la raison même de notre passage sur terre. J'en ai fait de même pour les règlements, en associant les anciens devoirs qui avaient cours dans des loges d'artisans maçons avec la structure que tu m'as décrite. C'était bien l'idée de Sir Isaac, de construire le nouveau sur l'ancien. Tiens, c'est ainsi que j'ai repris la tradition de la Saint-Jean, parce que c'est un symbole de la relation de l'humain au divin. Oui. Celle de la reconnaissance du maçon par ses pairs, et enfin celle de l'épellation du mot de passe. Attention, il pleut. Ben non. Il pleut point ici. Il n'y a point de fuite au plafond. Patron m'a dit vous apporter à boire. Merci bien. Parce que là, c'est dehors qu'il pleut. Et puis ici, c'est de la pluie qui mouille. Oui, merci bien. Nous allons nous désaltérer avec plaisir. Allez, à la tienne. Je pense que c'est du Bordeaux. 1710. 1708 même. Bon. Bon. Où en étions-nous? Au symbole que tu voulais voir porté par une loge. Tiens, un challenge. Comment comptes-tu représenter le grand architecte sans être condamné comme un P? Beaucoup de symboles évoqueront, à commencer par la voûte étoilée du plafond de la loge. Mais l'essentiel de la nouvelle symbolique, c'est la lettre G. Ah, Elle désigne la géométrie, qui est la force qui ordonne l'univers. Donc, le langage commun entre le divin et l'humain. Le divin représenté par le compas et l'humain représenté par l'équerre, symbole de travail et de construction. et c'est pour toi le symbole premier de ton nouvelle franche-maçonnerie? Pas seulement. Dans la nouvelle loge symbolique maçonnique, nous serons chargés de l'édification de la construction du temple de Salomon, allégorie de l'édification d'une société nouvelle. Alors, sur ce point, Sir Isaac m'a communiqué des données qu'il a trouvées dans la Bible et qu'il a rassemblées dans un ouvrage Apparaître après sa mort. Et quel sera le titre de ce livre? Je te le donne sous le sceau du secret le plus absolu. Il devrait s'intituler Une chronologie des anciens royaumes. Et son manuscrit est enfermé dans sa fameuse malle à la Royal Society. Sir Isaac y fait une étude détaillée des proportions du temple de Salomon parce qu'il est persuadé que son architecture recèle des figures géométriques directement inspirées par le grand architecte. Astucieux! Évoquer le temple de Salomon dans les rituels, c'est une façon de faire référence à cet ouvrage sans déclencher les foudres des trinitaires. J'imagine qu'à l'ouverture des travaux de la loge, un des surveillants dessine sur le sol une représentation du temple de Salomon pour bien en rappeler l'objectif symbolique. Je comprends. Et il y a d'autres innovations de la sorte dans tes rituels? Une autre de taille, et qui résulte d'une demande
de Sir Isaac, écoute bien, il souhaite que notre nouvelle Grande Loge ait sa propre chronologie. Oui, c'est ainsi qu'en cette année 1717, nous sommes en l'an 5717 de l'ère de la vraie lumière qui commence, comme nous sommes encore dans le calendrier julien, le 1er mars. Eh bien, cela fait beaucoup de choses à exposer aux représentants des trois loges. On a déjà eu pas mal de réunions préparatoires et celle-ci devrait être la dernière avant l'Assemblée constitutive du 24 juin prochain, à travers Lois-le-Gris, le siège de la doyenne des 4 loges. Ah, le 24 juin. Mais c'est la date de la Saint-Jean-Baptiste. Et alors? Je croyais que les protestants, et a fortiori Sir Isaac Newton, n'étaient pas très portés sur le culte des saints. Je te l'ai déjà dit, Georges. La Grande Loge, symbolique, est une métaphore. Métaphore. Un décor que nous leur empruntons pour faire passer nos idées philosophiques. Mais il faut respecter les conventions du décor. C'est ainsi que j'ai retenu la date de la Saint-Jean, le 24 juin, pour l'Assemblée constitutive. Eh bien, figure-toi que ceci a fini par convaincre les derniers récalcitrants. Bien, tu as réponse à tout. Mais alors, de quoi allons-nous parler? Et pourquoi as-tu souhaité ma présence à cette réunion préparatoire? Le plus dur reste à faire. Il faut préparer l'élection des officiers de la Grande Loge. Car tout doit se faire dans la fraternité, dont le maintien conditionnera le succès ou l'échec de notre entreprise. Qu'attends-tu de moi alors? Je croyais que, comme tu as été avec la coupe et les raisins, la cheville ouvrière de la fondation de notre nouvelle loge, tu en prendrais la grande maîtrise. Tu souhaites que ce soit moi? Ça serait mérité, mais pas tout de suite. Non, c'est pas ça. Ce que je souhaite, c'est avoir ton accord pour que notre loge, la coupe et les raisins, soit en retrait dans un premier temps, afin que les 3 autres loges soient mises en avant. Encore une fois, comme de tenir l'Assemblée constitutive à la taverne Lois-le-Gris, le siège de la doyenne des 4 loges. Oh, je suppose donc que tu as déjà pressenti les futurs officiers de la Grande Loge. Donc, Oui, j'ai contacté Anthony Sawyer. un gentilhomme accepté de la loge au pommier. Tu vois, je suis. Demandé s'il voulait le grand maître. Alors tu comprends, il s'est fait tirer l'oreille parce que les loges actuelles ne connaissent pas ce genre de fonction. Là, il a commencé à me dire que ses fonctions de libraire ne lui laissaient pas assez de temps, etc., etc., pour finalement m'avouer, tout bêtement, qu'il ne se sentait ni l'énergie ni la carrure pour assurer une telle fonction. Alors, je l'ai rassuré en lui disant que je resterai à ses côtés et que notre loge ne serait nullement frustrée de n'avoir aucun poste important dans un premier temps. Finalement, comme il était flatté que j'ai pensé à lui, il a fini par accepter, mais en m'indiquant son souhait de passer la main l'année prochaine, pour la Saint-Jean 1718. Bien, va pour le grand maître. Mais les grands surveillants, ce sont bien aussi de nouvelles fonctions. Alors, il était tout à fait d'accord pour le capitaine Joseph Elliot. Par contre, il était plus réticent pour Jacob Lamballe, le trouvant un homme un peu, comment dire, un peu frustre. Parce qu'il est seulement maître charpentier. Alors, j'ai fait valoir qu'il fallait bien avoir au moins un véritable artisan parmi les officiers de la Grande Loge. Ça lui a de le convaincre. Et après, il s'est montré très coopératif. Alors, pour finir de le convaincre, je lui ai assuré qu'un officier de notre loge serait candidat à la grande maîtrise l'année prochaine. Je n'ai pas voulu lui citer ton nom avant de t'en parler et d'avoir ton accord, bien sûr. Oh, ce sera bien volontiers. Mais encore une fois, pourquoi toi ne te présenterais-tu pas? Tu es bien plus que moi l'âme de cette entreprise. Je te rappelle que Sir Isaac m'a fait promettre de ne pas le faire apparaître comme ayant joué un rôle de premier plan dans la création de notre franche-maçonnerie. Qu'est-ce que tu veux? C'est la contrepartie de mes fonctions de premier démonstrateur et de son assistant à la Royal Society. Je dois rester dans l'ombre comme un mécanicien d'une scène de théâtre pour ne pas trop attirer l'attention sur lui. Ah, je sais que tu préfères travailler efficacement à l'abri des regards. Mais cela ne m'empêche pas de trouver cet effacement un peu sévère,
eu égard à la somme de travail que tu as déployée pour arriver à la fondation de notre nouvel ordre. Ils ont-ils fini de boire? Oui, madame. Parce que vos amis sont arrivés. Ils sont dans l'autre salle. Nous arrivons. Ils sont secs depuis le temps. Oui, c'est un peu humide ici, mais voilà, on arrive. On arrive. Allez, viens. Je vais te présenter à Anthony Sawyer, Le futur grand maître. comme le postulant dont je lui ai parlé. Monseigneur, votre invité vient d'arriver. Faites entrer. Si vous voulez vous donner la peine. Votre grâce. Bonjour, mon cher docteur des Aguiliers. Prenez donc un siège. Merci. Avez-vous fait bonne route? Excellente, votre grâce. C'est toujours un plaisir de venir à Bookton House. Il est vrai qu'en cette saison, la campagne est magnifique. Cela doit vous changer des embarras de Londres. Certes, votre grâce, mais j'ai une raison plus personnelle. Pour décorer votre demeure, votre père avait fait appel à des artisans et artistes huguenots. La plupart des meubles et pièces d'orfèvrerie qui ornent votre demeure ont donc des motifs que j'ai vus lorsque j'étais jeune dans mon quartier, à Swallow Street. C'est pourquoi j'ai l'impression que Bookton House est un peu ma maison d'enfance. Vous y serez donc toujours le bienvenu. Merci, votre grâce. Pour en revenir à l'objet de ma visite, je souhaiterais... Je connais l'objet de votre visite. Nous allons en parler dans quelques instants. Mais auparavant, donnez-moi des nouvelles de notre gloire nationale et président de notre académie commune, le grand sir Isaac Newton. Elles sont excellentes, votre grâce. Nous avons fêté ses 80 ans à la Noël 1722 avec mes fils. Et il se porte comme un Charles, malgré son grand âge. Soyez quand même attentif. Lorsque je l'ai vu à la dernière réunion de la Royal Society, le médecin que je suis a cru remarquer la maladie de la pierre. Compte tenu de son âge, il faut qu'il se repose. Il ne peut plus continuer à exercer ses fonctions à la Royal Society et à la Monnaie comme auparavant. Je le sais bien, hélas, mais personne n'est capable de lui faire entendre raison. Je crains, s'il ne s'écoute davantage, une fin brusque en pleine activité, comme votre Molière sur sa scène. Mais j'espère me tromper. Oui. Venons-en à l'objet de votre visite. Oui. Vous venez m'apporter, je suppose, les constitutions enfin imprimées de la Grande Loge de Londres de Westminster. Votre successeur, le duc de Wharton, a signé le décret de promulgation que j'ai contresigné comme substitut du grand maître. Mais auparavant, je souhaiterais vous lire la dédicace que j'ai rédigée à votre attention et qui a... Je vous en dispense. J'ai lu le projet que vous m'avez envoyé, et que j'approuve sans réserve. J'aurais d'ailleurs mauvaise grâce à ne pas le faire. C'est une dédicace flatteuse et joliment tournée. Mais elle est aussi mystérieuse que cet ordre ancien des francs-maçons que vous faites remonter à Adam. Quel est donc cet auteur qui a compilé les anciennes archives? Votre grâce, ce singulier est en fait un triangle. J'ai demandé à James Anderson de rédiger la partie historique des constitutions. C'est George Penn qui a rédigé les règlements et les statuts, et j'ai supervisé l'ensemble avec l'écriture des rituels. Mais pourquoi avoir confié à ce James Anderson la rédaction de la partie historique des constitutions? Elle est mal écrite, et souvent fort discutable, à tel point que j'ai dû demander à ce qu'elle soit corrigée avant l'impression par un comité de 14 frères érudits qui du coup font partie de la collectivité de votre savant auteur. Je suis bien obligé de reconnaître la médiocre qualité de son travail. Mais James Anderson connaissait bien les rituels des loges opératives et il m'a efficacement aidé à bâtir ceux de notre nouvelle franche-maçonnerie symbolique. C'est un bel exemple de fraternité, mais j'insiste. Vous êtes l'animateur principal et reconnu de ce travail collectif. De plus, sur le plan du droit, c'est vous, en votre qualité de substitut du grand maître, qui devez promulguer ces constitutions. Elles devraient donc porter obligatoirement votre nom à côté de celui du duc de Wharton. Or, cet ouvrage est complètement anonyme. Mais votre grâce, la réponse est dans votre question. Mettre mon nom supposait de mettre également celui du duc de Wharton.
Ce qui fait des circonstances politiques qui ne me semblaient guère souhaitables. Mais ce n'est qu'une partie de la réponse. Car il y a le participant caché qui, lui, veut rester à l'écart. Ah, le connaissant, je comprends. Je le reconnais bien là. Il se cache derrière son œuvre comme son Pantocrator derrière sa création. Mais j'ai immédiatement reconnu sa griffe. Notamment dans l'article 1er des Constitutions, qui ressemble à l'une de ses démonstrations. Tenez. La définition. Un maçon se doit par sa tenure d'obéir à la loi morale. L'axiome. Quoique dans les temps anciens, la démonstration. Il est considéré maintenant comme expédient. Enfin, la proposition, par suite de quoi la franche maçonnerie devient le centre de l'Union. Je l'ai pratiquement écrit sous sa dictée, car il reflète sa conception de la religion naturelle. Ce qui unit les nouveaux francs-maçons, le Freemason, c'est leur référence à la loi morale fondée sur la raison et la tolérance. Tout cela vous honore, mais vous savez que la nature, et surtout la nature humaine, a horreur du vide. Un jour, quelqu'un mettra son nom sur cet ouvrage, s'il reste anonyme, et il se l'appropriera. Je le sais bien. C'est pourquoi j'ai laissé quelques indications grâce à la gravure réalisée par notre frère et artiste John Pine. J'en ai fait tirer un exemplaire que je souhaite vous remettre au nom de la confrérie pour tous les bienfaits dont vous l'avez traité. Je vais vous Un moment, je vous prie. Anna, Oui, monseigneur. pourriez-vous tenir ce tableau, s'il vous plaît? Oui, monseigneur. Merci. Voilà. Merci. C'est une attention qui me touche particulièrement. Voilà une belle œuvre que je n'avais pas encore vue. Mais sa composition me semble très singulière. Vous y avez mis sans doute quelques messages cachés. J'ai donné quelques indications à notre frère John Pine et sa grande érudition sur l'Antiquité a fait le reste. En fait, la composition de la gravure reflète la genèse de notre Constitution. À gauche, un apprenti symbolise les fondements opératifs de notre ordre dans les loges d'artisans maçons. Mais le personnage qui tient le tablier élégant nous rappelle qu'il s'agit d'un décor que nous leur empruntons. Au centre, votre grâce symbolise la Royal Society avec le personnage légèrement en retrait par rapport à vous. Je reconnais notre sœur Isaac Newton. Il a quand même fini par accepter cette fois de figurer sur le frontispice. Difficilement, mais je lui ai fait valoir que, comme votre grâce, son renom rehaussait celui de notre nouvelle institution et que nul autre que lui ne pouvait mieux incarner le rôle éminent que la Royal Society a joué dans la fondation de notre nouvelle institution. Notre frère John Pine est un fin observateur de nos règles et coutumes. Tenez, la longueur de la perruque indique un membre de la gentry, qui doit cependant se découvrir devant les membres de la pairie. Certes, mais vous voyez également, permettez-moi, au centre de la gravure, que notre graveur a fait référence à Pythagore et à Archimède. Oui, pour bien montrer l'importance de la physique et de la géométrie dans l'esprit de notre institution. Enfin, à droite, les trois anciens grands maîtres encadrent le nouveau pour mieux montrer la continuité de l'ordre qui prend son essor. Je vois que votre graveur m'a mis en tenue d'apparat de l'ordre de la Jarretière. Je pense qu'il a voulu ainsi symboliser dans votre personne cette aristocratie éclairée qui constitue l'armature intellectuelle de votre nation. Et il ne vous a pas échappé que votre successeur, le duc de Wharton, représenté avec moins de prestance, est en retrait par rapport au centre de la perspective. Je pense qu'il a voulu ainsi symboliser la différence morale qu'il voyait entre votre grâce et son successeur. Merci, Anna. Mais dites-moi, entre votre dédicace et ma place sur le frontispice, est-ce que le duc de Wharton ne vous a pas fait quelques difficultés pour promulguer les constitutions? Il n'avait qu'un le choix. C'était cela ou le désaveu public qui aurait constitué l'invalidation de son élection de janvier dernier.
Sans vouloir vous froisser, il est vrai que tant que la Grande Loge a été dirigée par des personnages peu connus du public, comme ce bon Monsieur Sayer ou l'excellent George Payne, elle n'apparaissait aux yeux de nos adversaires que comme l'un de ces clubs folkloriques ou l'une de ces confréries pittoresques. Mais l'élection à la grande maîtrise d'un père du royaume a changé la perception de votre confrérie. Elle est apparue comme un possible enjeu politique, et cette élection a montré, à travers ma personne, que votre ordre était un soutien à la dynastie des Hanovre et à la monarchie parlementaire. C'était bien le but recherché par Sir Isaac et moi-même quand nous avons conçu ce projet de grande loge. Mais votre grâce, excusez mon impolitesse, mais pourquoi avoir alors décidé de vous retirer et de laisser le duc de Wharton, partisan de l'ancien régime catholique, devenir grand maître? Pour deux raisons. La première est qu'à partir du moment où il a accepté de se voir chaperonné par un substitut du grand maître avec vous dans cette fonction, ce risque était conjuré. De plus, cela ne valait pas la peine d'ouvrir un conflit qui aurait manifestement déstabilisé l'institution. L'important était que vous continuiez à tenir d'une main ferme les rênes de la Grande Loge et que vous en assuriez le développement. Il est vrai que depuis son élection dernière, je ne l'ai guère revu, trop occupé sans doute à s'encanailler dans les mauvais lieux de Londres. La seconde raison est la principale. Je vous la donne confidentiellement, car c'est un secret d'État. Approchez. C'est le roi George, instruit de l'affaire, qui m'a demandé de ménager le duc de Wharton, et qui a souhaité me voir me retirer. Mais comment le duc de Wharton est un jacobite avéré? Oui, mais le duc de Wharton est un brillant esprit, un excellent orateur, et il est membre du conseil privé. Le roi George cherche pour l'instant à se rallier par la douceur la faveur des nobles qui ont soutenu la cause de Jacques II. Mais j'ai pris des dispositions pour refermer rapidement cette parenthèse. J'ai pensé, comme vous dites en France, que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, et qu'il fallait l'empêcher d'être réélu. J'ai donc pris contact avec mon cousin Francis Scott, qui ne porte pas Jacques II et sa dynastie dans son cœur, et je l'ai convaincu de se porter candidat aux prochaines élections. De plus, Francis sera prochainement admis à la Royal Society et il maintiendra le lien entre notre académie et la nouvelle franche-maçonnerie. Ceci dit, comment se porte-t-elle? Oh, mais excellemment, votre grâce. Grâce à la diligence des anciens grands maîtres et au rayonnement que le renom de votre grâce lui a apporté, la Grande Loge de Londres n'a cessé de se développer et affiche près de 50 loges inscrites. J'ai bon espoir que d'ici la fin de la décennie, vers 1730, la Grande Loge de Londres comportera près de 100 loges. En outre, nous commençons à nous implanter en province. Je rentre de Bath, où j'ai pu délivrer sa patente à une nouvelle loge, et fait maçon le Lord Mayor. J'ai bon espoir que d'ici quelques années, nous pourrons nous appeler enfin la Grande Loge d'Angleterre, et pourquoi pas d'autres grandes loges, de loges dans tout l'univers connu. Sir Isaac Newton vous est en vous un médiateur de talent. Mais je vois que vous êtes aussi un redoutable propagandiste. Mais pour les royaumes d'Écosse et d'Irlande, qu'en est-il? Oh, c'est plus compliqué, plus difficile. Ce sont des États de forte tradition catholique et notre franche-maçonnerie rationaliste est regardée avec méfiance. Mais j'ai bon espoir. Il y a 2 ans, je me suis rendu à Édimbourg, où j'ai pu présenter notre concept à la loge St. Mary's Chapel. Votre grâce venait d'être élue, et son rayonnement s'était entendu jusqu'en Écosse. J'ai reçu un excellent accueil, et j'ai pu initier le Lord Mayor à nos mystères. C'est important. Et pour cela, il faut que vous soyez maintenu dans vos fonctions de substitut du grand maître le plus longtemps possible. En tout cas pour la décennie en cours. J'en toucherai un mot à Francis pour qu'il vous reconduise comme député après son élection. Je vous remercie, parce que j'aurai effectivement besoin d'2 mandats supplémentaires pour résoudre un problème qui commence à se poser dans le développement de notre nouvelle institution. Un problème de développement. Oui. Et nous sommes victimes de notre succès. Et l'augmentation rapide du nombre de loges nous pose un problème de recrutement des maîtres de loge. Selon les règlements que nous venons d'adopter, pour être maître de loge, il faut avoir été surveillant. Et pour avoir été surveillant, avoir été compagnon. Or, il n'y a que 2 surveillants par loge, ce qui fait une base un peu étroite. Car nous voulons un renouvellement annuel des maîtres de loge pour éviter que certains deviennent inamovibles dans leurs fonctions.
Et que proposez-vous? Il faudrait élargir leur base de recrutement. Mais on ne peut pas les recruter directement parmi les compagnons. Un minimum d'expérience dans l'art pour accéder aux fonctions de maître. Je suis sûr que vous avez déjà une idée précise. J'envisage la création d'un nouveau grade, au-dessus de celui de compagnon, et qui ne serait plus lié à notre métaphore de construction du temple de Salomon et au travail symbolique. Il aurait un contenu philosophique et moral pour conférer à son porteur une valeur éthique supplémentaire par rapport à celui du compagnon, et autour d'un mythe partagé par les seuls porteurs du grade, et qui crée entre eux une égrégore, à l'image des premiers chrétiens. Nous introduirions, en outre, une rupture plus franche avec les loges opératives, à l'égard desquelles nous prendrions de ce fait plus de distance. Mais s'il faudrait que cela reste dans le cadre de la construction du temple de Salomon, puisque c'est l'objectif symbolique qui est rituellement fixé. Vous avez une idée derrière la tête? Dans un passage de l'Ancien Testament, il y a le personnage d'Hiram Abif. C'est un orfèvre en airain que nous avons repris dans la partie historique de nos constitutions. Il est chargé de couler les accessoires et les deux colonnes de part et d'autre de la porte d'entrée. Nous avions besoin, dans notre métaphore de construction du temple de Salomon, d'un pendant humain de l'architecte divin, le porteur de l'équerre dans notre nouvelle symbolique. Donc un nouveau grade de maître, c'est cela? Oui. Et que fait Hiram Abif dans la symbolique de ce grade? J'imagine sa parole comme architecte de Salomon pourrait en constituer l'argument principal. Quant au titre de maître de loge, il faudrait lui trouver un autre nom. Très sage, grand vénérat, hiérophante. Eh bien, je vois que les travaux ne vous manquent pas. Et je ne vous retiens pas plus longtemps. Permettez-moi cependant, dans le secret de mon cabinet, de vous donner l'accolade fraternelle. C'est un honneur, votre grâce. Enfin mort. Merci, ma nièce. It's my duty, my lord. And you are not alone. Ah oui, en effet. Me voici donc libéré, en ce printemps 1727, de la maladie d'Apierre, qui m'a torturé jusqu'à mon dernier souffle. Vivement votre futur droit de mourir dans la dignité. Mais bon, j'ai tenu parole. Avant de perdre connaissance, j'ai tenu ma promesse de refuser les derniers sacrements au nom des prétendus Père, Fils et Saint-Esprit. Ces fausses déités, hypostases comme ils disent, qui ont usurpé la grandeur du Pantocrator. De mon Orient éternel, je peux enfin m'exprimer librement. Et vous avez été assailli au seuil de la mort par ces trois mauvaises personnes. Ce tigre à trois têtes qui voulait voir ployer le genou devant elle. Mais vous n'avez pas failli. C'est un exemple admirable pour ceux qui, dans notre franche-maçonnerie, poursuivront votre exemple et votre conception du véritable créateur de l'univers, à travers nos rituels symboliques. Vous êtes déjà là, vous? Non, mais nous sommes au théâtre et tout est possible. Bon, continuons. 8 jours après mon décès, la postérité retiendra le faste et la magnificence de mes obsèques, ordonnées par le roi Georges et conduites par mon ami Alexander Pope, au point d'en faire dans l'avenir une scène de film. Film? A movie like Da Vinci Code, Star Wars. Well, j'ai été transporté
dans la chambre de Jérusalem de l'abbaye de Westminster. Et là, au milieu de tous les rois, inhumés comme l'un d'entre eux, pour le grand renom que j'ai apporté à la nation britannique. Il est vrai que j'ai été plus efficient que beaucoup d'entre eux. Il y avait le roi et sa cour, ma nièce Catherine et John Conduit. My husband. Oui, et aussi toute la Royal Society, sans compter l'essentiel de la haute aristocratie. Notre honorable confrérie était largement représentée par ses dignitaires et par de nombreux frères des loges de plus humble extraction. Notre frère, le grand poète Alexander Pope, a récité pour vous ces deux vers magnifiques. La nature et ses lois gisaient dans la nuit sombre. Dieu appela Newton qu'il est sorti de l'ombre. Mais le plus affecté était notre frère de singulier. Il était retenu par une lecture devant le roi George avant son départ pour le Hanovre pour son séjour traditionnel. Et il n'a appris que trop tard la nouvelle de votre trépas dans votre maison de Kensington. Il était effondré et se jugeait coupable de vous avoir abandonné. Écoutez-le. Ah, Sir Isaac, j'avais l'impression d'avoir perdu mon père une seconde fois. Mais je savais bien que vous ne pouviez me quitter sans un dernier adieu. Gloire soit rendue au grand architecte de l'univers pour nous avoir permis un dernier rendez-vous afin que nous puissions prendre congé l'un de l'autre. Et quels obsèques magnifiques, bien dignes de votre renom. De nombreux étrangers étaient venus, dont le français Voltaire. François-Marie Howard. What a gallant man! Monsieur de Voltaire me demanda si je vous connaissais. Je me suis permis de lui dire que j'avais été votre premier assistant à la Royal Society. Ah, exclama-t-il, vous êtes le fameux des singuliers, célèbre dans toute l'Europe pour avoir propagé la philosophie expérimentale. Il me posa alors beaucoup de questions auxquelles je me suis efforcé de répondre tout en suivant la cérémonie. À la fin, Monsieur de Voltaire, enthousiaste, me déclara qu'il fallait absolument faire connaître vos idées en France et qu'il s'y emploierait dès la fin de son exil, mais avec quelques précautions, car la liberté d'expression en France est plus limitée qu'en Angleterre et il y est plus dangereux d'y critiquer la monarchie et l'Église. Voilà, Sir Isaac. Cela fait beaucoup de travaux pour notre bon désaguelier, car il poursuit le développement de la franche-maçonnerie dont il parfait la symbolique avec ce nouveau grade de maître qu'il est en train d'écrire. Alors, si vous voulez bien me considérer comme un fondateur, permettez-moi d'initier une chaîne qui unira les femmes et tous les hommes pour travailler sans relâche à l'amélioration de l'homme et de la société. J'ai dit